Bien, alors donc je suis venu vous parler de l'impact des émotions sur la performance. Alors contrairement à Paul tout à l'heure, je parlerai beaucoup de voile, mais j'espère que ça inspirera sur l'ensemble des activités du nautisme. Alors la commande, c'était comment justement intégrer la gestion des émotions comme un des facteurs de la performance à moyen terme ou à l'échelon d'une carrière. Et puis, on m'a parlé d'essayer de présenter des situations prototypiques, c'est-à-dire des choses que j'avais pu rencontrer dans la collaboration avec des sportifs. À ce sujet, je voulais juste préciser que les exemples, les histoires que je vais raconter, c'est en accord donc, avec les sportifs concernés. Donc, j'essaierai d'illustrer par 3 histoires. Ce n'a pas été évident non plus de mettre en image des émotions. Néanmoins, j'avais pu en récupérer quelques-unes, au moins par le biais de photos ou par le biais de vidéos. Alors, bon, l'émotion, c'est quoi ? J'ai plutôt que vous proposer une définition scientifique et dans le PowerPoint qui sera complété, il y aura évidemment des définitions, mais je n'ai pas voulu partir d'une définition scientifique et plutôt prendre en fait, un constat d'un chercheur qui dit bon nombre de manuels consacrés à l'émotion commencent par évoquer la problématique de la définition, et la plupart du temps pour déplorer qu'elle soit difficile, voire impossible. C'est vrai que émotion, affect, déjà, c'est assez compliqué, puisqu'il y a tant de sentiments associés aux émotions, motivation, énergie, détermination, vigilance. Tout ça, c'est des mots qui, quand les sportifs parlent de leurs émotions, traduisent sous ces mots-là. Être tendu, confiant ou en léthargie. Et il y en a d'autres. Et si je mettais plus... pourquoi choisir Sartre pour parler des émotions ? C'est un petit exemple d'une situation qu'il a vécue, qui voit venir une bête féroce. Mes jambes se dérobent sous moi, mon cœur bat plus faiblement, je pâlis, je tombe et je m'évanouis. Je ne suis pas sûr que son cœur bat plus faiblement. Mais bon, en tous les cas, c'est ce qu'il a voulu traduire d'une émotion vécue. Et à travers ça, ce qui est intéressant, c'est déjà percevoir que les émotions ont un impact sur le comportement, bien sûr, un impact physiologique, un impact sur différentes parties du corps, y compris évidemment sur les pensées. J'y reviendrai. Et j'ai rajouté une notion qui me paraît plus intéressante et qu'on voit dans la littérature aujourd'hui. On parle plutôt de flux émotionnel dans le cadre de la performance. On parle plutôt de charge émotionnelle. On parle aussi d'affect, au sens plus global du terme. Alors, il y a des effets facilitateurs ou inhibiteurs des émotions. Alors, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des émotions plaisantes qui sont optimales, c'est-à-dire qu'on a des conséquences optimales sur le comportement. Il y a des émotions déplaisantes qui sont dysfonctionnelles au niveau comportement, mais il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des émotions déplaisantes qui peuvent avoir des conséquences optimales sur le comportement. Un sportif qui se ressaisit après un événement, après une émotion négative. Et puis par ailleurs, il y a aussi des émotions plaisantes, d'approche de la victoire, de sensation de dominer, qui peuvent avoir des conséquences dysfonctionnelles aussi sur le comportement. C'est toute la complexité quand on va aborder les émotions et l'impact des émotions sur le comportement. Alors la première histoire que j'ai choisi de vous raconter, c'est 4 photos. C'est effectué pendant un entretien d'explicitation. Donc qu'est-ce que c'est un entretien d'explicitation ? C'est un type d'entretien qui consiste à faire revivre la situation par l'acteur. C'est pas tenter d'expliquer pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, c'est se remettre dans la situation, dans le vécu, et raconter ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu, ce qu'on a perçu, toutes sortes de choses qui accompagnent l'action. Donc en gros, on questionne, c'est un type d'entretien qui questionne pour essayer de faire revivre
une situation sportive. Alors ça, c'est un sportif en voile. Et puis j'ai choisi 4 photos illustrées donc de cet entretien. Donc la première, c'est un état descriptif d'une situation. Alors je vous ai dit que je vous racontais 3 petites histoires. Donc voilà, l'histoire qui est racontée, c'est un sportif qui vient me voir et qui me dit, voilà, un jour j'ai pris un super départ. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis parti, je cite, en vrille. Et donc, pourtant, c'était un super départ. Donc là, on va être dans le cadre d'une émotion plaisante, parce qu'il prend un super départ, il est très content de ce départ. Donc en voile, en gros, les bateaux, il y a un compte à rebours, ils prennent un départ sur une ligne fictive, et puis donc à la fin de ce compte à rebours, tout le monde en doit partir. Et puis donc là, c'est sur un parcours de course au large, donc un parcours assez long. En fait, l'événement raconté, décrit, il se situe sur la première partie de cette compétition, de cette régate. Alors tout d'abord, on a quelqu'un qui raconte pendant un bon moment, voilà, c'est pas ça, le compte à rebours, il raconte son récit pré-départ, puis la situation de départ, et il décrit cette situation en disant, voilà, j'ai pris un super départ, et puis en fait, je voyais toute la flotte quasiment derrière moi, j'étais vraiment parti au timing lancé sur la ligne, et puis, bon, ça lui faisait plaisir. C'était un super départ, il n'a pas eu l'occasion d'en avoir des super tout le temps comme ça. Et juste sous son vent, il y avait un coureur qui est connu sur le circuit qui crie un peu, pour pas le nommer. Et donc, il entend ce coureur crier, et ça le fait rire parce que pour une fois qu'il le met dans son dévent, ce qu'on appelle le dévent, c'est qu'il est gêné donc par le vent, il coupe un peu le vent de l'autre, hein, mais bon, il n'a pas fait de problématique de règles de course, il est tout à fait dans ses droits, et donc il rigole un petit peu de ça, mais le coureur continue à brailler, ouais, dégage, enfin bon, plein de choses, et au cours de son récit, donc il revit la situation, et au cours de son récit, plus il décrit ce qui est fait, plus en fait il bascule sur ce que fait l'autre. Il crie, il règle ses voiles, etc. Et à un moment donné, dans l'état descriptif de son action, il s'arrête, met les mains comme ça, il se passe un petit silence, et en fait il vient de s'apercevoir qu'il est en train d'être sur le bateau de l'autre, et non plus sur le sien. Et en fait, il a été quelque part un peu attiré par l'attention de l'autre coureur. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les entretiens, en tous les cas, sur la base de mon expérience personnelle, c'est qu'il y a des prises de conscience par moment dont il ne fait pas acte pendant l'action, mais a posteriori, en décrivant, il prend conscience qu'à un moment donné, en fait, il n'est pas concentré au bon endroit. Il n'est pas sur son bateau. Il est dans des émotions qui sont plutôt plaisantes, parce que, bon, il prend un super départ, mais au bout du compte, il focalise un peu son attention trop sur cet adversaire. Et puis, ce qui va en suivre, c'est que le temps passé sur cet adversaire, il ne regarde pas le plan d'eau, il règle pas forcément bien son bateau, et du coup, le départ, bon, c'est en cours de manche, le départ, finalement, ne va pas aboutir à un bon passage de marque au vent. Au-delà de cette phase-là, ce qui est intéressant, parce que ça, c'est un vécu des émotions, c'est qu'il s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas du tout au bon endroit. Et en même temps, très peu de temps après, dans le discours, il met la main sur le cœur en disant « Bon, ça, on m'y en prendra pas ». C'est-à-dire qu'en gros, dans l'entretien, ne serait-ce qu'en racontant l'histoire, il prend conscience d'un certain nombre de choses et déjà, il prédétermine des pistes qui sont évidemment exploitées après en termes de concentration, en termes de travail, en préparation mentale. Alors ça, c'est la première petite histoire où on revit en fait une émotion, il y a une prise de conscience, et puis derrière, on détermine des stratégies d'ajustement qui pourraient se traduire, c'est quoi être bien concentré après un bon départ, y compris si on a pris un super départ, c'est quoi rester dans la ligne directrice.
Alors, pour illustrer... C'est ça la dimension du solitaire, c'est toute la dimension psychologique de l'être humain qui aborde ce bateau et qui doit lutter un peu contre ses démons. Donc ça, c'est un petit enregistrement de Jean-Pierre Dick avec qui j'ai pu collaborer à une époque. Et puis, c'est essayer de vous retraduire en régate quels sont en fait l'ensemble des événements qui peuvent, ou des éléments qui peuvent en fait traduire derrière des émotions. Donc c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure émotion, affect. Ben, c'est vrai que le bruit 120 dB c'est déjà très très important sur un bateau. L'instabilité, les vibrations, l'humidité, les chocs, le froid, tout ça, ça sollicite l'organisme et ça sollicite aussi les aspects psychologiques. Et ça, de part, on va dire, ça implique en fait aussi des fois des émotions qui sont un petit peu exacerbées. Il y a des événements de course. Donc là, on voit un coureur qui voit un autre bateau alors qu'il est sur une course autour du monde. Alors, ça peut être aussi une émotion positive de voir un autre bateau, de sentir qu'au milieu de l'Atlantique ou ailleurs, on n'est pas tout seul. Mais aussi ça peut être signe aussi qu'on s'est fait rattraper. Donc tout ça, ça peut procurer des émotions positives ou négatives. Et puis ça peut aussi induire sur des prises de décision par rapport à ces moments-là. Il y a beaucoup de cas vécus de collaboration où des émotions ont déclenché des prises de décision qui n'étaient pas toujours adéquates. Et puis il y a évidemment les événements de course, le départ, les zones de navigation à risque. Là, on ne s'est pas très bien représenté, mais c'est un iceberg. Tout ça, ça procure lors d'une course autour du monde, ou même sur des courses comme la Solitaire du Figaro ou autres, des situations où évidemment l'émotionnel est pris en compte. Et puis après, il y a aussi les situations d'urgence, les changements de vent, de voile, la casse, les blessures. Tous ces événements-là contribuent à une résonance émotionnelle qui vient au cours des compétitions, dont certaines on peut retrouver dans, au final, pas mal de disciplines, mais enfin, c'est particulier à la course au large. Alors juste avant d'aborder des petites vidéos, savoir qu'il y a des effets sur le comportement, fréquence cardiaque de 112 au réveil, parce que souvent il y a une anxiété, est-ce que le bateau n'a pas de casque, est-ce qu'il est toujours sur la bonne trajectoire, est-ce qu'il se passe des choses, et donc on constate, c'est des relevés qui ont été faits, je crois que c'est précisé dans la diapo d'après. On voit aussi des sécrétions d'adrénaline qui concernent la prise de conscience du danger. Les cortisones, c'est des substances qui libèrent pour protéger l'organisme. L'endorphine, pour limiter les sensations douloureuses. Et puis un taux sanguin de globules blancs, pour les efforts physiques à répétition. Alors si je viens sur ces données un petit peu physiologiques, c'est que y a quelque chose qui est aussi en lien. Et quand on travaille avec des athlètes, un lien entre tout ce qui est l'énergie, le potentiel énergétique dont on dispose, les sollicitations, le lien avec les aspects des émotions et le lien avec le traitement de l'information, la concentration, la gestion des décisions. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Juste un petit relevé de fréquence cardiaque d'Yves Lambert sur des enregistrements de petits parcours de compétition pour montrer quand même qu'on est à 80-90% de la fréquence cardiaque max théorique et que souvent en plus c'est pas forcément lié à l'effort mais à des événements d'intensité, on va dire de charge globale, c'est-à-dire des charges aussi qui incluent les aspects psychologiques, émotionnels, les départs, on a des fréquences cardiaques élevées. Alors j'avais dit que j'y reviendrais, je voulais juste une première chose quand on travaille avec des athlètes, c'est montrer des performeurs, c'est montrer que voilà, sous la symbole de la pile et l'énergie dont on dispose, l'état de forme, l'énergie, les émotions plus ou moins positives ou négatives, et puis tout ce qui concerne les prises de décision, le traitement de l'information. Et en fait, dans le cadre d'une étude que j'ai menée dans le cadre de diplôme de l'INSEP,
j'ai pu mettre en évidence que les émotions avaient un impact évident sur les deux autres pôles, mais qu'également les deux autres pôles avaient des impacts aussi évidents. En fait, dès qu'il y a un de ces pôles qui est touché, on n'est plus concentré, on s'en aperçoit, ou un état de fatigue important, ou une charge, un flux émotionnel important, eh bien on peut supposer que les deux autres pôles sont également, d'une certaine façon, concernés. Alors, soit on est dans une boucle positive, avec des conséquences qu'il peut y avoir positives sur les deux autres pôles, soit on est effectivement dans une boucle négative, et là il s'agit d'essayer de travailler aussi sur ces aspects-là. Donc, un impact fort des émotions qui se traduit sur les pôles du comportement, sur les aspects énergétiques, mais surtout envisager que ces éléments sont liés. Alors pour illustrer, une deuxième petite histoire. Alors avant qu'elle ne débute, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. C'est une histoire personnelle et histoire de régate. En fait, donc le coureur, si vous l'avez pas reconnu, c'est Yann Eliès, m'avertit, c'était il y a quelques années, quelques mois avant un Figaro. Il vient me voir, il me dit, bon, cette année ça va pas être simple, en fait ma femme va accoucher et il y a de fortes chances que ce soit pendant une étape du Figaro. Et il se posait la question de savoir s'il allait participer au Figaro ou être avec sa femme pour l'accouchement. Moi, je vais pas te donner de réponse particulière par rapport à ça, c'était pas à moi de lui donner, mais bon, on a essayé d'un petit peu d'échanger là-dessus. Et sachant que derrière, évidemment, il y avait des enjeux importants au niveau du sponsor. On ne va pas participer au Figaro alors qu'il est sponsorisé pour ça. Et puis, bon, pas assister à l'accouchement de sa femme, c'était un gros problème pour lui. Et bon, une discussion forcément profonde avec sa femme s'imposait sur ses choix. Mais une chose importante, je lui ai dit, écoute, quelle que soit ta décision, si tu restes avec ta femme ou si tu participes, il faut que tu sois à fond. Il ne faut pas que tu aies un regret. Donc une manière peut-être, si tu fais le choix de la compétition, c'est d'y aller, mais d'y aller avec d'autres intentions, avec quelque chose peut-être de plus fort, parce que si tu y vas en regrettant de ne pas être avec ta femme, je ne pense pas que ça soit de nature à être productif en termes de performance. Donc l'étape du Figaro est arrivée et l'histoire elle n'est pas finie. Vous regardez l'extrait. Bien. Donc, vous avez pu le voir, l'issue a été très positive. En fait, pendant cette étape où sa femme accouche, mais qu'est-ce qui se passe quelques mois avant? Parce qu'il revient me voir 2-3 semaines après et puis il me dit bon, c'est bon, on a vraiment abordé avec ma femme les problèmes dans tous les sens. En fait, j'y vais, mais en fait, il y a un moyen très, très simple. Hein, c'est si j'y vais, effectivement, il faut que j'y sois à fond. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer comme jamais. Et ce que je veux illustrer par là, c'est que les émotions, on le verra aussi sur un autre exemple, sur la fin, dans le cadre d'histoire personnelle. Et donc, voilà.
Bien, j'ai dépassé le temps déjà. Ça va. Raconter des histoires, ça prend du temps. Toujours est-il, bon, quand même, pour finir sur cette histoire, c'est que quelques temps après, parce que la vidéo, je la récupère que quelques temps après, et il me dit, c'est un moment où il a un petit coup de mou, et puis, en fait, je trouve cette image fantastique, et je lui passe cette image, et puis, qui regarde ça, et puis il dit rien. Puis au bon moment, il me dit, je sais, il est l'œil sur l'écran, et il me dit, c'est l'abnégation. Alors pour finir l'histoire, l'abnégation, c'est un des mots qu'il a repris puisqu'il a été vainqueur du dernier Figaro, celui de 2012. Et ça montre aussi l'impact qu'il peut y avoir sur une émotion ressentie, une traduction personnelle, et puis l'impact que ça peut avoir aussi sur une carrière, puisqu'en fait c'est le moment où il a commencé à gagner des étapes du Figaro. Alors je vais un peu plus vite. Il faut que je prenne encore 5 minutes. Puisque j'ai parlé d'émotions positives et d'émotions négatives, j'ai rencontré aussi des exemples d'émotions négatives qui empêchaient le sportif d'agir efficacement et comment on passe à l'efficacité dans l'action. Et j'ai intitulé ça, c'est pas moi d'ailleurs qui l'ai intitulé, c'est marquage sous pression. Alors juste dans l'exemple que je vais vous montrer, c'est... Tiens, c'est pas ça. La pression de l'ordinateur. Dans des expériences antérieures de marquage en régate soldées par des échecs successifs. Marquage, c'est marquer des personnes sur la fin d'un championnat pour assurer sa place. Un manque de confiance qui en déduit et de savoir-faire. Et puis surtout du déplaisir et notamment des fuites de ces situations de marquage. Alors à partir de 3 questions aux coureurs, qu'est-ce qu'un bon marquage ? Comment cela peut devenir un jeu ? Et comment le mettre en application ? On a débouché sur un petit schéma, donc normalement ça se déclenche à droite. Le son est très mauvais, mais... c'est Faustine en fait qui est en train de décrire ce qu'elle a dessiné elle-même sur sa voile, pris la décision, c'est sur Palma en 2003. Donc excusez pour le son, il y a un petit problème. Et en gros, sur la base de cet aspect-là, c'est comment que le marquage doit-il devenir un jeu. Et donc elle a déterminé, suite d'entretien, les éléments essentiels, donc il y a le vent matérialisé, la bouée, la vitesse, l'ensemble des autres bateaux, et puis le bateau à marquer. Et en fait, le but de sa compétition, du début à la fin de sa compétition, c'est-à-dire dès le premier jour, on ne fait pas un marquage le premier jour, on fait un marquage en fin de régate. Le but, c'est de jouer. Et donc, elle a décidé de le dessiner sur sa voile. Elle choisit 2 ou 3 concurrentes. Et puis, à la première manche, à partir des concurrentes présentes, elle va faire pom, 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 pom. Et elle commence à jouer ça. C'est le but de maîtrise de sa régate. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, sur la base d'un dessin, après elle dit mais ça se passe pas comme ça, elle explique autre chose, mais j'abrège. Et puis surtout, il y a un élément aussi qui est très important, c'est que du coup, ça devient un jeu. Et ce qui est devenu, peut-être qui a eu l'impact émotionnel le plus important, c'est qu'au cours de la compétition, sur ce même parking, il y a Sensini, l'italienne, qui était une des prétendantes au jeu, qui vient la voir, qui s'approche et elle dit à Faustine, elle lui dit toi, cette semaine, tu es en train de faire quelque chose sur moi, qu'est-ce que c'est ? Et elle lui répond, oui, je fais quelque chose. Et en fait, elle lui dit pas quoi. Donc Sensini, l'italienne, elle repart sans la réponse. Et du coup, l'impact, c'est non seulement c'est un jeu pour elle, mais elle voit qu'en fait, c'est un impact sur les autres. Et donc ça a été particulièrement intéressant. Je pense peut-être même plus le fait que Sensini vienne la questionner a eu cet impact, puisque ensuite elle a pu l'utiliser à bon escient. Et puis bon, pour terminer, excusez-moi d'avoir débordé, c'est Faustine qui arrive sur la dernière manche des jeux, et puis il y a un journaliste étranger qui lui tend le micro, qui lui pose la première question et qui lui dit à qui dédiez-vous
cette victoire, puisqu'elle avait gagné la médaille. Et Faustine dit à ma mère, bon, en fait, elle avait beaucoup de mères sur Brest, mais elle n'est plus la sienne depuis des années. Et puis, mais dans les entretiens qu'on suivit et sur l'impact, et puis on avait un petit peu travaillé ça préalablement, ce que je veux illustrer là, c'est que l'impact de la vie personnelle et des événements personnels qui procurent des émotions. On ne fait pas une régate que pour soi, on ne va pas sur les jeux que pour soi, on les va aussi dans l'intention de nos proches. En fait, ça peut avoir un impact fort aussi sur la gestion de l'événement. Je vous remercie.